Aujourd'hui, je te raconte pourquoi est-ce que j'ai revendu ma paire d'enceintes à 4000 € que j'avais ici et je les ai remplacées avec des NS10 à 1000 balles. Et quelles leçons est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Allez, c'est parti, boum! Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi c'est André, on est dans mon studio et donc aujourd'hui je vais vous parler un peu de qu'est-ce que j'ai fait récemment dans mon studio. Je l'ai un peu downgradé. Je suis passé de quelques trucs assez haut de gamme à des choses un peu plus milieu de gamme, ce qui comme ça au premier abord n'a aucun sens, donc je vous explique exactement pourquoi j'ai fait ça et quelles leçons sont à en tirer. Il s'agit de l'importance du mid-range, des fréquences médium et de qu'est-ce que ça veut dire pour la production de la musique à la maison, comme tu le fais certainement chez toi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, juste 2 minutes ici, pour ceux et celles qui sont nouvelles sur notre chaîne, abonnez-vous, vite fait, comme ça c'est fait, vous ne loupez pas nos nouvelles vidéos, on est sur tous les mardis à 18h. Clique, un petit like sur la vidéo si vous avez bien aimé, ça nous aide beaucoup, merci algorithme YouTube. Et surtout, allez faire un petit coucou sur notre site web www.academiedugrosson.com/bonus. Là, vous pouvez vous inscrire avec votre adresse email et vous allez recevoir plein de chouettes cadeaux, bonus sur votre boîte mail dès que c'est fait. Voilà, sans plus attendre, on passe à la suite, on passe à la vidéo. Boum! Aujourd'hui, je vais donc vous parler un peu de l'histoire de mon studio et des 3 choses que j'ai changées récemment. Mes enceintes, donc je suis passé des focales SM8 comme ce que j'avais ici, ou Yamaha NS10 Studio que j'ai juste derrière moi. De 2, j'ai changé mon interface. Je suis passé d'une Antelope Discrete 8, celle-ci ici, à une Audient ID44. Celle ici. Et de 3, j'ai acheté un nouveau micro, le V11 de chez Jay-Z Microphones, le Vintage 11, pour remplacer, en tout cas pour aider mon autre micro de chez Aston Microphones, le Origin, que vous avez certainement déjà vu dans d'autres vidéos chez AGS. On a donc un upgrade, un micro quand même vachement plus haut de gamme que ce que j'avais jusque-là, et de downgrade, donc des enceintes à 2 fois moins le prix que ce que j'avais, et une interface à la moitié des prix de ce que j'avais déjà. Je vous explique tout de suite pourquoi. Tout d'abord, parlons des enceintes. Donc, j'avais ces focales depuis quand même pas mal d'années. C'était un modèle de 2006, le top of the line de chez Focal des enceintes Pro. Le modèle s'appelle SM8. C'est une enceinte à 2 voix, avec un woofer de 8 pouces, avec un tweeter de 1 pouce, avec un radiateur passif, avec une boîte faite super bien. Enfin, waouh, l'enceinte incroyable, elle sonnait de ouf. J'ai rarement entendu une telle précision, que ce soit dans la stéréo, que ce soit dans l'aspect avant-arrière, dans la réponse impulsionnelle, donc le fait de pouvoir entendre des transitoires précisément sans distorsion, ce qui est en vérité possible que sur des enceintes vraiment haut de gamme, parce que ça demande vraiment beaucoup technologiquement. Donc j'avais ces super enceintes, méga précises, qui sonnaient ultra bien, et je m'en suis séparé. Alors, je me suis rendu compte en fait que sur 1 an, j'avais les focales et les NS10 derrière moi, dont je vous parle dans 2 secondes, en même temps. Donc je les avais l'une au-dessus de l'autre pendant plusieurs mois. Je n'ai utilisé les focales que peut-être 3 ou 4 fois pendant 5 minutes. Donc voilà, tout de suite, on se dit, il y a peut-être un problème. Je les utilisais en fait pour écouter de la musique pour mon plaisir perso, mais pour travailler beaucoup moins souvent. Et en fait, je restais presque tout le temps sur les NS10, pratiquement dès le moment où je les ai installés. Et je me suis rendu compte, elles sont ni placées correctement, ni au final, j'utilise pas les autres. Je vais revendre ça, je vais me libérer un peu d'argent, je vais faire un budget nouveaux achats un peu plus intéressant. Et tout ça parce que les NS10, donc l'enceinte juste là derrière moi, que vous avez certainement déjà vu dans plein de studios, dans plein de photos de sessions depuis de nombreuses années, parce que c'est une enceinte qui date des années 70, n'est d'ailleurs plus fabriquée par Yamaha. Il y a des versions maintenant qui existent, qu'on peut toujours acheter de chez Avanton, si jamais ça vous intéresse, mais qui sont quand même assez chers, je trouve, pour ce que c'est. Donc voilà, soit, c'est une ancienne enceinte qui n'a pas du tout été pensée pour être utilisée de manière pro. C'était censé être une enceinte d'étagère, juste d'écouter de la musique à la maison. C'est une enceinte passive, donc il faut un ampli en plus. Il n'y a aucune option dessus, vous pouvez pas changer l'EQ, etc. Et c'est une enceinte qui est connue pour sonner, entre guillemets, mal. Il n'y a pas énormément dans le bas, il n'y a pas énormément dans le haut, elle est assez restreinte et elle a un son que beaucoup de gens considèrent assez agressif, assez strident et peu plaisant. Bon, personnellement, je suis pas 100% d'accord, je vais parler de ça dans 2 secondes. Mais c'est là qu'on arrive à notre première leçon à en tirer de tout mon périple ici de studio. C'est que pour travailler sur votre musique, pour travailler sur votre art, pour pouvoir faire des bons choix de couleurs, de choix de guitare, choix de synthé, choix de cabinet, etc. Tous ces choix musicaux, la plage de fréquences dont on a le plus besoin, c'est le mid-range. Donc, c'est les fréquences de médium et surtout, la plage entre 1 et 3, 4
kHz. C'est là où vit le timbre de la plupart des instruments, donc le caractère, la couleur des instruments. C'est là que vit l'intelligibilité de la voix et c'est là que vivent la plupart des harmoniques de musique habituelles. Autant dire, si on n'entend pas bien cette plage-là de fréquence, si elle n'est pas précise, on va avoir vraiment du mal à faire des bons choix. Et c'est d'ailleurs ce qui se passait avec mes focales. Les focales étant incroyablement précis et très 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 beaux, avaient un gros problème. Le fait d'avoir ce gros woofer de 8 pouces pour pouvoir descendre dans le bas, vraiment avoir une grosse assise, avait comme conséquence que le filtre entre donc ce woofer et ce tweeter tombait, je crois, tout pile à 1,5 kHz. Et toute la plage de fréquence autour de cette fréquence-là avait quelques petits problèmes de phase. En fait, on ne percevait pas aussi précisément le contenu fréquentiel dans cette plage-là à cause de ça. Ce problème est d'ailleurs pas présent sur les nouvelles versions du même type d'enceinte de chez Focal, parce que pour cette taille de enceinte, ils travaillent la plupart du temps maintenant en 3 voix. Donc un woofer, un driver de médium et un driver de aigu, le tweeter. En comparaison, le NSD derrière moi, cette plage de fréquence est très claire, très précise, même trop précise entre guillemets. Elle est agressive, elle est mise en avant aussi par le fait que on ne descend pas aussi fort dans le bas, on ne monte pas aussi fort dans le haut sur ces enceintes-là. On est donc focus là-dessus et ça nous permet de vraiment faire les choix importants de manière rapide et en pouvant faire confiance à nos enceintes. Tout ça étant dit, une petite parenthèse quand même pour la qualité d'enceinte. Alors, ça fait 12-14 ans plus ou moins que je fais du son. J'ai eu l'occasion d'être dans plein de studios, que ce soit pour travailler, pour rendre visite, pour aller faire des sessions avec des super enceintes et des super situations acoustiques. Donc, j'ai eu l'occasion de me faire une oreille, une mémoire auditive, si vous voulez, de toutes ces différentes sonorités, de comment est-ce qu'une pièce bien faite sonne réellement. Et ces focales étaient clairement dans la même gamme d'enceintes que les enceintes dans ces gros studios. Et ils avaient toute cette précision, que ce soit dans la précision de la stéréo, dans la largeur, dans la profondeur du chant. Donc, je pouvais vraiment entendre la différence entre un son placé plus loin ou plus près. Je pouvais vraiment me faire une idée sur les queues de reverb, par exemple. Donc, vraiment le tout fin détail qui a beaucoup de mal à passer sur des enceintes de moins bonne qualité, simplement. C'est vraiment des enceintes super haut de gamme. Et ces enceintes, ainsi que toute cette expérience de studio, m'ont permis d'apprendre comment écouter ces choses-là. Écouter ces fins changements, ce qui, je pense, aurait été beaucoup plus difficile si j'avais jamais eu l'occasion de travailler sur du matériel plus haut de gamme et que j'avais juste les NS10 à disposition toute ma vie. Donc, la leçon à tirer ici, c'est que c'est important d'avoir du matériel qui vous permet de faire les bons choix pour ce que vous avez besoin de faire. Donc, si vous faites de la musique, si vous composez ou que vous enregistrez, des enceintes de type NS10 sont souvent beaucoup plus pratiques en fait. Mais surtout que c'est vraiment un sweet spot entre la façon dont l'enceinte est conçue et construite et sa qualité qui vous donne toutes les infos nécessaires. Les focales que j'avais étaient très haut de gamme, mais les problèmes de conception du fait de ne pas avoir un troisième driver sur cette enceinte que j'avais, malheureusement la rendait un peu difficile à l'utilisation dans mon contexte. Donc, une fois que je les ai revendus, je me suis retrouvé avec un peu d'argent à dépenser parce qu'ils n'étaient plus bloqués dans des machines que je n'utilisais pas et qui ne me servaient au final pas vraiment. Avec cet argent, j'ai pu résoudre mon deuxième gros problème de mon studio, l'interface. Jusque-là, j'utilisais l'interface de chez Antelope, la Discrete 8, qui est une interface qui sonne super bien. C'est une interface du début de haut de gamme. Et, je crois qu'elle était plus ou moins 1200 € à l'époque. Et qualitativement parlant, c'est similaire à des interfaces de chez Universal Audio, les Apollo, à des RME par exemple. Ça c'est un peu la gamme dans laquelle on se situe. On n'est pas encore dans du très haut de gamme, mais on a déjà une grosse différence technique et sonore par rapport à des interfaces d'entrée de gamme, comme par exemple la Focusrite Scarlett. J'ai donc acheté une Audient ID44, qui est juste là, et qui maintenant est mon interface principale. La Audient ID44 est à peu près à moitié prix, voire un peu moins de la Discrete 8. Et techniquement, au niveau sonore, on est quand même en dessous. On est clairement pas dans la même gamme d'interface. C'est une très bonne interface, j'en suis très content, super choix. Mais en comparaison d'écoute, j'entends une différence et je préfère largement le son de la Discrete. Pourquoi est-ce que j'ai fait alors ce choix-là? Ça n'a pas trop de sens, non? Alors,
Mon gros problème avec la discrète, c'était que c'était une machine qui fonctionnait pas bien pour moi. Elle marchait pas bien dans mon système. Depuis que je l'ai acheté, j'ai eu plein de problèmes avec en termes de compatibilité, de stabilité. J'ai eu plein de moments où ma session s'arrêtait en plein milieu d'un enregistrement parce qu'il y avait une erreur de communication entre mon ordi et l'interface. Ces problèmes évoluaient, il y en a qui ont disparu, mais il y en a d'autres qui ont apparu. J'ai enfin réussi à trouver une façon de travailler avec où ça m'empêchait pas entièrement de bosser, mais j'avais toujours des problèmes sur chaque session, plein de fois par session où je devais arrêter une prise parce que l'interface voulait pas. Par contre, depuis que j'ai acheté la Audience, les choses sont beaucoup plus stables. On n'est pas parfaite, mais c'est beaucoup plus stable. Tout travaille nickel. La communication se passe sans aucun problème et je peux enfin faire confiance à mon matériel. La leçon ici que je voudrais vous donner, c'est que du coup, du matériel cher, matériel haut de gamme, du matériel qui nous fait un peu rêver, n'est pas toujours la bonne solution. Parfois simplement parce que c'est pas le bon choix pour notre système, ou alors c'est pas le bon choix pour nos besoins. Cette interface travaille très bien chez d'autres personnes, qui travaillent tout aussi mal chez plein d'autres personnes aussi. Là, j'ai pas eu de bol, j'ai choisi un produit qui était pas super bien développé malheureusement, et j'ai juste eu pas de bol entre cette interface et mon système à moi. Bon, voilà, tant pis. Mais il y a d'autres choix que j'aurais pu faire à l'époque, qui auraient travaillé très bien avec mon système. Et en voulant avoir une qualité de son perçue la meilleure possible, je me suis un peu laissé avoir, entre guillemets, par le marketing et par le prix vraiment avantageux de cette machine à l'époque comparé à d'autres options que j'avais. L'important pour moi quand on fait de la musique, c'est de pouvoir faire confiance à nos machines. Si à chaque fois que je prends ma guitare en main, j'ai une chance sur deux de casser ma corde, il y a un truc à changer. Il y a clairement, je vais pas utiliser cette guitare-là, ou en tout cas peut-être changer des trucs dessus pour que ça n'arrive plus. Et c'est pareil avec les interfaces, c'est pareil avec les micros, c'est pareil avec les enceintes. Le prix du matériel et sa qualité technique n'est pas synonyme de son utilité dans votre situation, à vous, dans mon studio ici, à moi, pour moi personnellement. Bon, petite parenthèse ici, et pour être tout à fait transparent, maintenant je fais travailler en fait les deux interfaces ensemble. Je fais sortir de ma Audient en ADAT, en Toslink, donc en optique, dans la discrète, et j'utilise les sorties de la discrète pour aller dans mes enceintes, et j'utilise les sorties casque de la discrète aussi, qui sonnent un peu mieux, je trouve, que la Audient. Donc je fais un peu un truc hybride, mais j'avais vraiment besoin d'une solution de stabilité. Et honnêtement, pour la différence de son, techniquement parlant, je peux très bien utiliser uniquement la Audient aussi, c'est pas du tout un problème. Et le simple fait que je lui fais confiance et que les sessions se passent sans souci maintenant est un énorme changement dans ma vie. Donc voilà, ça c'est la petite leçon numéro 2. Assurez-vous que le matériel que vous avez déjà fonctionne pour vous. Si c'est pas le cas, c'est peut-être le moment de le revendre et d'acheter autre chose. Avec tout cet argent que j'ai pu récupérer de mes enceintes que je n'utilisais pas, j'ai pu enfin investir là où c'est réellement important. Là où moi je trouve que c'est réellement important, à la source. Donc acheter un micro d'un peu plus haut de gamme. J'ai utilisé mon Origin que je trouve super, qui est un vraiment très chouette micro, surtout pour le prix pour lequel il est. Je l'ai utilisé pendant des années, j'en suis très content. Mais ça fait quelques mois que je me rends compte, tout doucement, qu'il y a encore des choses dans mes prises voix que j'aimerais bien pouvoir améliorer. Il y a une question de précision, il y a une question de largeur de mes voix surtout, de profondeur si on veut, qui d'expérience ne vient qu'avec un micro un peu plus haut de gamme. C'est très important pour moi et Gérald ici chez AGS de surtout vous dire que le matériel, ça fait pas tout, voire ça fait très peu en fait. L'important c'est vous, c'est vos connaissances, c'est vos expériences et c'est votre expérimentation surtout avant tout. Mais il y a quelques points où il est indéniable, je pense, que la technologie et les prix donc qui vient avec garantit quand même des résultats plus qualitatifs que des choix moins chers. Pour la petite histoire, j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'enregistrer des voix avec un Neumann M49 ou un M50. C'est deux micros vintage très chers, presque impossibles à avoir aujourd'hui. Et oui, ça sonnait waouh. Je veux dire, avec un tout petit peu de compression, un tout petit peu d'EQ à la prise, j'avais un son qui était mixé. C'était tout fini comme ça. Avec mon Origin ou avec d'autres micros un peu plus entrée de gamme, j'ai toujours eu beaucoup plus de travail derrière
pour pouvoir en faire quelque chose de final. Et même là, j'arrivais jamais au même résultat. Bon, évidemment, on parle d'une différence de quelques pourcents, peut-être. Et je préférerais toujours d'avoir une performance dingue dans un SM58 à 100 € qu'une performance ok, mais sans émotion dans un M49 à 12 000 €. Toujours. Ça, c'est indéniable. Ça, je pense que en musique, performance et émotion inhérentes sont toujours plus importantes que n'importe quel aspect technique. Donc, je reviens à mon micro. J'ai donc senti un besoin de changement. J'ai senti que j'arrive au retranchement de ce que je peux faire avec ce que j'avais comme micro et que j'avais besoin de quelque chose de nouveau pour aller plus loin. Je pense aussi réellement que le fait d'avoir dû, entre guillemets, travailler avec un micro de moins bonne qualité, en tout cas moins bien que ce que j'ai déjà eu l'occasion de faire avant, m'a forcé à aller plus loin, à faire plus d'expérimentation, à jouer avec le placement, à jouer plus avec les performances et à essayer des post-productions de différents types, ce qui en fin de compte m'a appris énormément de choses. Donc je trouve que c'était super intéressant aussi et voilà. Je pense qu'investir quand on en ressent le besoin est beaucoup plus intéressant qu'investir parce qu'on nous a dit qu'il fallait un tel micro ou un tel micro. J'aimerais aussi souligner que là où c'est vraiment intéressant d'investir, c'est à la source. Donc tout d'abord mes instruments. J'ai investi beaucoup plus dans mes instruments, pédales, des amplis, etc. que dans le matériel derrière moi ou dans des programmes. Et micro fait partie de ça. Un micro, pour moi, est plus proche d'un instrument que d'un plugin, par exemple. Parce que le micro fait partie de ma source. La qualité de mon micro et sa couleur ont un impact immédiat sur ce que je peux faire dans cette pièce avant même d'attaquer l'ordi. Et pour aller encore un peu plus loin, et ma prochaine étape d'investissement, c'est du matériel hardware pour pouvoir sculpter mon son déjà avant de rentrer dans l'ordi. Comme ça, je suis forcé à faire des choix, je suis forcé à expérimenter et j'ai l'opportunité d'enregistrer déjà quelque chose qui fonctionne vraiment bien dans le contexte que, si ça se trouve, je vais même pas devoir toucher après ou qui me permettra de infuser plus de ma vision, consciente ou pas, dans mon projet dès le moment où je le fais ici avec des gens dans la pièce. C'est là où ce qu'on appelle la magie opère réellement. Je trouve de mon expérience que une fois ce moment passé, il est très difficile de retrouver cette même réflexion et cette même connexion à la musique qu'on fait ou aux instruments qu'on enregistre. De plus vous pouvez infuser de votre vision dans vos prises, de mieux c'est pour votre musique, je pense. Voilà, ça touche un peu à la fin de tout ce que je voulais vous dire ici. Voilà, c'était beaucoup de blabla. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous faites dans votre studio? Est-ce que vous avez eu des gros moments aha comme ça, des réalisations, des choses importantes récemment? Mettez ça dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi. Et surtout, le plus important, c'est de faire de la musique.